Bienvenue à vous dans Dialogue. Alors que Paris se relève doucement des commémorations des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, une nouvelle attaque antisémite frappe cette semaine la ville de Marseille. Cette fois, il s'agit d'un mineur. Il n'a pas 16 ans et dit avoir agi au nom d'Allah, au nom de Daesh. Le lendemain, c'est à Istanbul qu'une explosion spectaculaire fait 10 morts dans le centre touristique de la ville. Un dénominateur commun dans ces deux attaques, l'État islamique, un terrorisme sans frontières, sans âge, qui frappe n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Nouvelle grille de lecture s'impose donc pour comprendre la menace qui plane sur le monde occidental et arabe. Comment s'y prendre? Qui sont les complices? Ce sont des sujets autour desquels nos éditorialistes vont débattre. À Marseille, le mouvement « Touche pas à ma kippa » prend de l'ampleur. La formule a été lancée hier par le président du consistoire central israélite de France, Joël Mergui. Il veut faire barrage à la proposition du président du consistoire de Marseille. Suite à l'agression contre un enseignant juif, Zvi Amar a suggéré à ses coreligionnaires d'abandonner la kippa dans l'attente de jours meilleurs. Jonathan Serrero. Au lendemain de l'agression antisémite contre un enseignant juif de Marseille, le président du consistoire israélite Zvi Amar conseille aux juifs de la cité phocéenne de retirer leur couvre-chef le temps de l'apaisement. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Sauf que cette recommandation a provoqué une levée de bouclier du côté des responsables communautaires juifs. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, n'entend pas céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Est-ce qu'il faudra... Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte du président du consistoire de Marseille. Le président du GRIF, Roger Kuckerman, a qualifié cette proposition de défaitiste. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de France, a lancé, lui, l'opération « Touche pas à ma kippa ». Pendant ce temps, la victime de l'agression est, elle, sortie de l'hôpital, encore choquée. Je me sens très fatigué. C'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et très dur à vivre, voilà. Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. Ali Waked, Boaz Bismuth, bonjour messieurs. Bonjour. Les Juifs de France doivent-ils se cacher pour être en sécurité aujourd'hui, Boaz? Bien sûr que non, ils ne doivent pas se cacher. D'abord, peut-on se cacher? C'est-à-dire, quand on est juif, malheureusement, on vous retrouve et les antisémites retrouvent, même si vous êtes un converti, ils vont vous enfin, porter identifier. une kippa, ça aide. Mais c'est bien sûr que ça aide. Mais je dirais juste une chose. Là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre rien du tout. Allez, parlons un petit peu de façon personnelle. J'ai une famille à Nice. Je me souviens très bien, on était tout jeune, on avait 5-6 ans. Mon cousin, avec sa kippa sur la tête, à l'âge de 5-6 ans, déjà recevait des remarques. J'ai déjà, lui, comment on a dépassé les 50 ans, déjà des remarques, là, des blessures. C'est le passage à l'acte. Justement, et là maintenant, ce qui est différent maintenant, justement, c'est qu'il y a cette nouvelle mode, si vous voulez un petit peu, cette mode maintenant, alors frappant du juif. Pourquoi? Parce que ce nouveau antisémitisme, finalement, quand on touche aux juifs, on pense toucher à Israël. En fait, on a importé, si vous voulez, le conflit au Moyen-Orient. Ça, on l'a très bien vu pendant la deuxième intifada entre 2000 et 2004. On le voit très bien et malheureusement, c'est le cas. Donc, ça donne une certaine légitimité. Et si vous me permettez un petit peu, ça demande aussi une petite responsabilité de la part de tous ceux qui cassent et qui adorent casser de façon parfois assez, pas très honnête Israël. Voilà les conséquences et les Juifs qui les payent. Ali Waked, est-ce que vous comprenez la position du président du consistoire qui dit qu'en des temps aussi sensibles, mieux vaut ne pas tenter le diable? C'est dur de le dire, mais oui, je le comprends très bien, Eleonore. La carte du terrorisme a dû changer. Il ne s'agit plus des cellules que les services secrets doivent faire des efforts pour les démanteler. Il s'agit maintenant des loups solitaires, des gamins de 15 ans qui prennent des couteaux et qui poignardent. Contre ce genre de terrorisme, il faut prendre des mesures extraordinaires. Et parmi ces mesures extraordinaires, je ne dis pas cacher son identité parce que c'est très dur de le dire, mais oui, prendre des mesures pour essayer d'éviter la prochaine attaque jusqu'à ce que les autorités, avec les différentes communautés, essaye de trouver une solution qui fait que quelqu'un ne soit pas tué, ne soit pas poignardé, ne soit pas blessé pour son identité. Vous comprenez ça, Boaz? On peut dire qu'en ces moments, il faut peut-être
pour quelques semaines, quelques mois, le temps que les choses s'apaisent, enlever sa kippa dans la rue? Ça dépend. Ou je prendrais différemment. Regardez, vous savez très bien que la démographie change. On sait très bien, bien sûr, comme Ali vient de le dire maintenant, avec d'un côté cette incitation à la violence que l'on voit de la part de certains groupes. En plus, les clients sont là. Parfois, c'est des jeunes délinquants, malheureusement, de l'âge de 15, 14, 16 ans. Alors, il est évident que si aujourd'hui, par exemple, moi, je porte la kippa et je me retrouve, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, moi, dans la ville de Malmö, par exemple, en Suède, ou certains quartiers de Birmingham en Grande-Bretagne, eh ben, peut-être il serait moins sage. Ça attise, évidemment. Sauf que, bien sûr, c'est le genre de choses que moi, je n'ai pas appelé les Juifs. Non, mais la différence est la suivante. C'est que finalement, n'oublions pas que ces Juifs sont français. La République doit, bien sûr, première chose, c'est leur proposer la sécurité. Ça serait trop facile de dire aux Juifs, ne portez plus la kippa, arrêtons donc, ceci. Vous dites, au contraire. Moi, je pense, comme a dit M. Roger Kuckerman, c'est du défaitisme. Non, pas du tout. Je ne pense pas que c'est le défaitisme parce que Boaz, on combat les terroristes, on ne cède pas au terrorisme. La démographie a changé et quand on pense sur les vidéos de Daesh, de l'État islamique, présentant des petits-enfants de 13 ans qui poignardent, qui tuent des personnes, on dit comment est-ce que ces atrocités peuvent faire des gamins de 13 ans. Daesh comprend très bien ce qu'il faut faire parce que ces gamins de 13 ans, qu'on le voit dans les vidéos à Raqqa en Syrie ou à Mossoul en Irak, et maintenant sont les exemples que ces jeunes à Marseille ou ailleurs imitent. Et vous savez, pour Marseille, Eleonore, elle est candidate à devenir peut-être la première ville en Europe avec une majorité musulmane. Avec Malmö et Birmingham, c'est vrai. Moi, je suis musulman, mais une communauté qui est minoritaire et qui a des forces politiques françaises et non françaises qui essayent d'importer le conflit au Moyen-Orient presque partout dans le monde, elle doit prendre des mesures extraordinaires, même si c'est un peu humiliant. Vous savez, moi, si personne, si moi je portais un kippa et quelqu'un m'a offert d'enlever la kippa, je pense que c'est très humiliant. Et ça atteint mon identité. C'est du défaitisme. Extraordinaire, il faut prendre des mesures extraordinaires. Vous parlez de religion et d'humiliation. Juste un mot à demander. Vous parlez justement, et une question que vous devez vous poser et qu'on a le droit de se poser, c'est justement comment se fait-il aujourd'hui qu'on est arrivé au stade où des Juifs réfléchissent à enlever la kippa. Pourquoi est-ce que Daesh a autant de clients en France ? Un mot sur le profil de l'assaillant et on va finir sur ce sujet. On passera à Istanbul et à l'explosion qui a eu lieu en Turquie cette semaine. Le profil de l'assaillant, il s'agit d'un mineur, vous le disiez, il n'a même pas 16 ans, il est turc d'origine kurde. Est-ce que finalement on peut toujours parler de radicalisation solitaire devant ces écrans ou est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi un message un petit peu ambigu qui circule dans certaines familles en France et qui pousse peut-être à cette radicalisation? On ne peut pas parler de radicalisation, Eleonore, parce qu'on est déjà très longtemps après ce processus de radicalisation. Il faut maintenant prendre les faits, c'est que les sociétés sont radicalisées, ces jeunes sont radicalisés, les vidéos, des centaines de vidéos tous les jours. Non, il y a quoi faire, mais à mon avis, c'est un effort qui doit être fait par tout le monde. Parce que hier, j'ai entendu le président américain taquiner un peu l'État islamique, demander Oussama Ben Laden. Même si l'État islamique est battu militairement, moi, je ne pense pas que l'idéologie de l'État islamique, la doctrine présentée par l'État islamique et l'attraction qu'elle fait à certains milieux jeunes dans le monde arabe, en Europe et presque partout, va disparaître. Elle est là, à mon avis, pour très longtemps. Maintenant, il faut que la communauté internationale... L'autre événement de cette semaine, c'est Istanbul, cette explosion qui a eu lieu cette semaine, 10 morts, une quinzaine de blessés en plein centre touristique. Ça s'est passé, bien sûr, en Turquie, près de la basilique Sainte-Sophie. Boaz Bismuth, la position d'Erdogan, on a souvent dit qu'elle était ambiguë face à l'État islamique, puisqu'il aurait négligé quelque part la menace de l'État islamique pour se consacrer à la question kurde. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'en mord les doigts? Bien évidemment, il avait ses priorités, il avait sa politique un petit peu pervers, on peut le dire. Et voilà, aujourd'hui, c'est lui qui paye le prix. Et pourquoi? Parce que d'un côté, cet État islamique, justement, qu'il a fermé les yeux, devient une opposition, un opposant, un agresseur, si vous voulez. Et le régime d'Assad, qui voulait tellement s'en débarrasser, il est là, donc il a eu les deux, si vous voulez. Maintenant, pour revenir, pour parler un petit peu de la Turquie et du jeu d'Erdogan, cet homme qui était
grand opportuniste, doit décider où il se situe. Je me souviens très bien au début, c'était un ami de Kadhafi, c'était un ami des Égyptiens, des présidents, bien sûr, y compris d'Assad lui-même. Puis il y a le printemps arabe et tout à coup, ça devient un grand amoureux des peuples, bien sûr, de la rue. Donc l'homme, Israël aussi, souvenez-vous, quand ça l'arrangeait très bien d'être notre ami. Et puis par la suite, c'est devenu... Et pour montrer un petit peu cette hypocrisie d'Erdogan, et là, c'est, si vous voulez, un petit peu beaucoup de peuples, y compris certains de notre région, eh ben, aujourd'hui, je dirais que pour lui, c'était une aubaine. Ici, l'État islamique, c'était une opportunité d'éviter quoi? Eh ben, ce Kurdistan, ce Kurde libre, qui est pour lui sa plus grande, comment on va dire un petit peu, sa plus grande menace, son cauchemar la nuit. Et ce qui est étonnant, juste un mot sur Erdogan, ce même monsieur qu'en 2010 nous envoie 6 bateaux pour libérer Gaza, bien sûr, des Angles israéliens, eh ben, c'est lui, bien sûr, qui veut surtout pas d'un État pour les Kurdes. Vous êtes d'accord, Ali, il a laissé la menace djihadiste s'infiltrer en se focalisant sur la question kurde, Recep Tayyip Erdogan? Et non, avant, c'était la frontière entre la Turquie et la Syrie, c'était une promenade où les militants de l'État islamique, vous savez, certains militants de l'État islamique ont été interpellés en Europe quand ils avaient des passeports turcs. Ça, c'est un. Et on se pensait que c'était pas des faux passeports. Ok, ça, c'est un. Deux, on peut pas flirter de temps en temps avec les djihadistes pour Erdogan. C'était pas de temps en temps. C'était très longtemps parce qu'il pensait que c'est le cheval sur lequel il faut parier pour faire écraser le président syrien Assad. Et maintenant, il paye le prix. À mon avis, l'attentat d'hier montre que l'État islamique ne vise pas la Turquie en tant que ici une minorité kurde ou les manifestants de gauche de la gare d'Ankara il y a quelques mois. Cette fois-ci, c'est des touristes, c'est-à-dire l'économie turque est visée, c'est-à-dire l'État turc est visé. Vous savez, dans la littérature de l'État islamique, Dabek, c'est un village entre la ville d'Alep et entre la frontière de la Turquie. Et selon l'idéologie de l'État islamique, pour arriver à Rome, pour arriver à l'Occident, il faut passer par Istanbul, Constantinople pour l'État islamique. Là, Ankara l'a dit une fois de plus, il s'agit d'un réfugié syrien qui est arrivé en Turquie, celui qui a commis l'attentat de cette semaine. La France, l'Allemagne, la Turquie se retrouvent face à ce même problème, le problème de la crise migratoire. Comment concilier efficacement cette nécessité humanitaire qui est d'accueillir ces réfugiés qui fuient les pays et la lutte antiterroriste, Boaz? Aider ne veut pas dire se suicider, je m'explique. Bien sûr, nous sommes tous des humanitaires, nous avons tous un gros cœur, et bien sûr que c'est très très triste de voir des sans-papiers, des sans-foyers, des gens persécutés, évidemment. Sauf que vous savez très bien qu'un État, quand même, a ses citoyens et quand même a ses priorités. Et je m'explique. Quand vous voyez aujourd'hui, nous avons un Moyen-Orient qui est ce fameux nouveau Moyen-Orient avec plein d'optimisme, on le voit, au contraire, on voit 4 États qui sont en train d'exploser, on voit très bien le déchirement qui se passe dans cette région. Heureusement que nous, on est dans le lieu le plus calme et le seul démocratie de cette région, mais ça c'est une autre chose. Et puis je continue un petit peu pour parler un petit peu de ces réfugiés. Bien sûr, tout le monde en a vu ces millions de réfugiés en Syrie, et par ailleurs un pays qui devait servir d'exemple, parce que ces pays de la région, regardez le succès de la notion de l'État arabe, regardez où on en est aujourd'hui. Et alors bien sûr, eux ils veulent aller où c'est bien, sauf que les chrétiens aujourd'hui d'Irak, que vous voyez c'est pas le paradis, eh ben essayent de se réfugier, y compris en France ou dans d'autres pays. Par exemple, un monsieur qui peut pas mettre sa kippa à Marseille, ira où? Réfléchissez. Un instant. Pas du tout. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, la responsabilité du monde musulman, où sont, et on a parlé déjà de ça il y a un certain temps, les pays du Golfe qui sont censés être assez aisés, la Turquie aussi, d'aider les réfugiés. Limiter l'arrivée de ces réfugiés en Europe, en Allemagne. J'ai pas dit ça. France. Et dernière chose, juste une dernière chose. Et quand vous arrivez, par exemple, dans une république, par exemple en France, eh ben, je suis désolé, vous respectez les lois de la République, c'est comme ça. Je suis d'accord avec Boaz, mais Eleonore, il ne faut pas fermer les frontières parce que ce sont des gens... On ne peut pas accuser pour quelques dizaines de terroristes potentiels, accuser des millions de gens qui essaient... Quelques dizaines dans une rue à Cologne à peine, ça veut dire. Juste dans une rue. Non, vous dites quelques dizaines. On a parlé, il y a quand même eu 500 plaintes. On rappelle à Cologne, en Allemagne, 500 plaintes après des agressions c'est pas quelques sexuelles. dizaines. Non, ce n'est pas quelques dizaines. Quelques centaines. Plus, quelques milliers. Sur quelques millions qui essaient maintenant d'arriver en Europe. Moi, je pense qu'il faut résoudre les conflits au Moyen-Orient pour essayer de mettre fin à cet exode des réfugiés. À un moment, il faut prendre une décision. Alors, quoi faire? Maintenant qu'on a laissé rentrer ces réfugiés, est-ce qu'il faut faire comme Angela Merkel et durcir le ton en envoyant une certaine dans partie? le contexte
de M. Erdogan, Boaz Bismuth a parlé d'hypocrisie. Il y a aussi une hypocrisie de la communauté internationale qui est investie dans ces conflits au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie. Chacun essaye de voir quel est le cheval sur lequel il faut parir pour conserver ses intérêts. Et on se plaint qu'il y a ces quantités énormes de réfugiés. On peut pas avoir... Il y a aussi un double jeu de la part de l'Occident. C'est pas par amour d'homme que Angela Merkel ou le Français acceptent ces réfugiés, parce qu'à mon avis, ils savent qu'ils ont aussi une responsabilité. Et moi, je parle pas de l'époque colonialiste, moi je parle de ces dernières années. La France, que les armes françaises arrivent à certaines forces au Liban. Si vous permettez, juste Ali, vous parlez de quelques décennies de colonialisme. Eh ben, on peut aller plus loin encore et de voir qu'avant même que l'Occident existait, la violence au sein même d'un certain peuple existait déjà. Donc, vous voyez, il y a un problème. La violence politique, elle était toujours, Boaz, elle n'est pas au sein d'un certain camp, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Je ne suis pas d'accord. C'est un fait, malheureusement. On ne peut pas, non. Heureusement qu'on n'est pas d'accord. Vous savez, même, on a parlé du peuple juif qui existait avant même les musulmans. Il y avait des Évidemment, non, mais pour dire qu'il y a un problème. Vous étiez presque d'accord toute l'émission, c'est dommage. Mais merci. C'est dommage. Merci Ali, merci à vous. Boaz. Retrouvez-nous samedi prochain pour un nouveau débat, nouvelles questions, des nouveaux avis qui diffèrent ou pas. C'est dans Dialogue, soyez au rendez-vous.